Un millionnaire parie 1 million que personne ne peut calmer son chien. Une petite fille y arrive. Parfois, quand le vent sifflait à travers les grands chênes du quartier huppé et que les grilles de fer des villas grinçaient comme des voix rouillées venues d'un autre temps, on pouvait l'entendre de loin, un aboiement qui ne ressemblait pas à de la colère, mais à une douleur profonde, à une solitude si intense qu'elle aurait pu briser le cœur, même d'un animal. Et quiconque affirmait que les animaux n'étaient pas capables de tels sentiments n'avait jamais vu Brutus ou, plus exactement, ne l'avait jamais ressenti. Karl Reichenbach n'était pas un homme ordinaire, et sa vie n'avait depuis longtemps plus rien d'ordinaire. C'était un homme qui avait gagné des millions grâce à une seule idée, un homme dont le visage figurait sur les couvertures de magazines économiques et dont le nom était prononcé avec respect dans les conférences, et pourtant, toute cette richesse n'avait pas pu le sauver lorsque le cancer lui avait pris sa femme, doucement, insidieusement, comme le brouillard qui s'infiltre dans une maison sans défense, jusqu'à ce qu'il ne reste d'elle que quelques photos dans des cadres en argent et le parfum accroché au rideau, malgré tout. Après sa mort, le domaine était devenu silencieux, trop silencieux pour un homme habitué au tumulte des marchés, et c'était peut-être précisément ce vide qui l'avait poussé à faire venir Brutus, un imposant croisé de berger noir, avec dans les yeux quelque chose que Karl n'avait jamais su définir, quelque chose comme de la colère, mêlée à de la peur, comme un animal qui a appris que faire confiance, c'est souffrir. Brutus n'était pas un animal de compagnie au sens classique du terme, c'était une ombre qui rôdait dans les couloirs de marbre, un prédateur qui ne faisait confiance à personne, ni au jardinier, ni au majordome, ni même au vétérinaire qui, un jour, tenta de l'examiner et faillit y laisser un doigt, et avec le temps, Brutus devint plus un symbole qu'un compagnon, une sorte de reflet de l'agitation intérieure de Karl, de son silence constant, de son incapacité à laisser entrer une véritable proximité depuis le jour où le cercueil avait été descendu en terre sans que le ciel ne cligne une seule fois des yeux. C'est ainsi qu'un après-midi gris de janvier, Karl, une tasse d'espresso amer à la main et le regard perdu au-delà des vitres battues par la pluie comme s'il traversait un mur, se leva soudainement, ouvrit la lourde porte de fer de son bureau et dit à son secrétaire, un homme nerveux en tweed, qu'il voulait publier une annonce, un défi, public, grand, presque ridicule, une sorte de porte ouverte pour quiconque croyait pouvoir rendre l'impossible possible. 1 million d'euros, dit Karl, la voix rugueuse comme du vieux cuir, à celui qui réussira à calmer Brutus. La nouvelle se répandit plus vite que Karl ne l'avait imaginé. Elle passa d'un journal local à la presse à sensation, puis au portail en ligne, ravi de transformer un vieux riche en caricature grotesque, en relique, jouant avec ses millions comme un enfant avec des cubes. Et pourtant, il vint, en masse, éducateur canin diplômé, influenceur avec perche à selfie, chuchoteur spirituel pour animaux, même un ancien dompteur de cirque prétendant avoir dormi avec des tigres. Tous tentèrent leur chance. Ils vinrent avec des friandises, des chaînes, des jouets, des mots, de la musique, avec tout ce que l'on pouvait imaginer, et échouèrent, les uns après les autres. Certains fuyaient en jurant, d'autres durent être secourus par la sécurité, quelques-uns pleurèrent, convaincus d'avoir perdu plus qu'une simple tentative. Karl observait tout cela avec un mélange d'indifférence et une résignation croissante, car au fond, il savait que tout cela n'avait jamais vraiment concerné Brutus, mais lui-même son incapacité à croire que quelque chose, ou quelqu'un, pouvait un jour remettre de l'ordre dans le chaos qu'était devenu son cœur. Et pourtant, il laissait le spectacle continuer, parce que cela lui donnait au moins l'illusion de mouvement, quelque chose qui n'était pas l'immobilité. Ces jours-là, et ils furent nombreux, Brutus restait souvent couché au bord du grand jardin entouré de colonnes, là où le vent faisait bruisser les feuilles comme des voix perdues, et il fixait le vide, comme s'il cherchait quelqu'un qu'il n'avait jamais vraiment connu. Et puis, un mardi matin sans éclat, alors que le ciel était si gris que même les corbeaux n'osaient plus chanter, une petite fille apparut soudain devant le portail, seule, sans caméra, sans accompagnateur, avec un sac à dos trop grand pour son dos mince, et une veste qui appartenait clairement à un frère aîné. Elle ne dit rien, se contenta de regarder à travers les barreaux, droit vers Brutus, qui se redressa d'un bond, comme réveillé par une force invisible. Ce qui se passa ensuite fut étrange. Brutus n'aboya pas, ne grogna pas, il resta simplement là, oreilles baissées, posture non pas hostile, mais prudente, presque curieuse, comme si une porte s'était ouverte, une porte que l'on croyait à jamais close, et la fillette, qui n'avait pas plus de 9 ans, leva lentement la main, la posa sur le métal froid du portail et murmura quelque chose que seul Brutus pouvait entendre. Les gardes observaient la scène, l'un filmait en cachette, un autre courut prévenir Karl, qui visiblement agacé se dirigea vers l'entrée en pantoufles, prêt à mettre fin à ce qu'il croyait être un énième épisode sans espoir. Mais lorsqu'il vit Brutus immobile, vigilant, calme, il fut frappé de stupeur, et pendant un instant, il crut avoir mal entendu, car Brutus gémissait doucement, comme un enfant qui reconnaît l'odeur de sa mère sans la voir. « Laisse-la entrer, » dit finalement Karl, sa voix à peine audible, plus un ordre pour lui-même que pour le garde.
Et tandis que le portail s'ouvrait en grinçant et que la fillette avançait lentement sur l'allée de gravier, Karl se demanda, pour la première fois depuis des années, si les miracles n'étaient peut-être pas bruyants, mais silencieux, discrets, déguisés en petite fille avec de vieux sacs à dos. Et c'est exactement là, à ce moment étrange, irréel, que quelque chose commença, quelque chose que personne n'avait prévu, ni Karl, ni Brutus, ni même la fillette elle-même, quelque chose de plus grand que l'argent, plus grand que la douleur, plus grand que tout ce qui s'était jamais passé entre un être humain et un animal. C'était un de ces moments où le monde pour un instant minuscule et précieux retient son souffle, où le temps s'étire comme une pâte chaude entre deux mains, et pendant que le portail se refermait lentement, pendant que la chaîne rouillée grinçait et que le clic métallique de la serrure se perdait dans l'air humide, chacun, dans un rayon de 10 mètres, sentit qu'un événement important venait de commencer, quelque chose qu'aucune caméra ne pouvait capturer, qu'aucune somme d'argent ne pouvait expliquer, et qu'aucune logique ne pouvait maîtriser. La fillette Lina, comme on l'apprendrait plus tard, ne bougeait ni précipitamment, ni craintivement, mais avec un calme presque inquiétant, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle voyait Brutus, comme si elle savait exactement où poser ses pas, comment respirer, à quel point sa voix devait être douce. Et Brutus, cet animal qui ne faisait confiance à personne, qui grognait même contre son propre reflet, restait assis là, pétrifié et pourtant vivant, tel un monument qui aurait soudain décidé de ressentir. Karl, à quelques mètres de là, les bras croisés, le regard mi-sceptique, mi-fasciné, observait, car en tous ces mois où des gens venus de toute l'Europe avaient tenté d'apprivoiser son chien avec la technologie, la psychologie, la force, l'amour, la persuasion douce ou la dominance animale, jamais il n'avait vu Brutus rester calme de lui-même, et encore moins s'approcher, non par réflexe, mais par intérêt sincère, les oreilles dressées, les mouvements lents et attentifs, comme s'il voulait accorder une avance de confiance à cette créature étrange, vêtue d'une trop grande veste et de chaussures usées. Lina s'agenouilla lentement sur l'herbe humide, ses genoux laissèrent des taches sombres sur son pantalon clair, mais cela ne semblait pas la déranger. Tandis qu'elle retirait son petit sac, un sac à dos vert olive, usé comme s'il avait déjà servi à plusieurs générations d'écoliers, elle l'ouvrit avec précaution, sans se presser, comme pour montrer qu'elle n'avait rien à cacher, aucun tour, aucune intention, seulement elle-même et ce qu'elle comprenait du monde. Dans des gestes calmes, elle sortit une couverture pliée, la déploya, s'assit dessus comme dans un rituel familier et se contenta de regarder Brutus. Elle ne dit rien, ne tendit pas la main, n'offrit aucune friandise, ne donna aucun ordre, n'attendit rien, seulement ce regard tranquille et profond, si éloigné de son âge, comme si elle voyait non seulement le chien, mais tout ce qu'il avait formé, les cages, les cris, les coups, la méfiance, la solitude, la peur, la violence. Brutus baissa la tête, un frémissement à peine perceptible parcourut ses épaules, sa queue ne battait pas, mais elle tressaillit légèrement, comme si une impulsion hésitait à naître. Et Lina, comme si elle avait senti cette hésitation, posa simplement ses mains sur ses genoux, regarda au loin ni le chien, ni Karl, ni la caméra dans le coin, mais simplement quelque part où il n'y avait aucune attente. Et c'est à ce moment-là que Brutus fit l'impensable, il s'assit, non pas raide ou méfiant, mais presque distraitement, comme s'il avait oublié qu'il était censé être dangereux. Karl, d'ordinaire maître de lui, habitué aux chiffres et aux structures, n'ayant peur d'aucun risque commercial ni d'aucune négociation, restait là comme un enfant au théâtre, voyant pour la première fois un tour de magie où le miracle ne résidait pas dans la disparition, mais dans l'apparition. Et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose se fissurer en lui, non parce que la fillette l'impressionnait, mais parce que le chien, devenu le reflet de sa propre obscurité, laissait soudain passer un rayon de lumière. Les minutes s'écoulèrent, une à une, lentement, sans urgence, et personne n'osait bouger ni même tousser, tant la scène semblait fragile, précieuse, un souffle mal placé aurait tout détruit. Et Lina, sans se relever, se mit à murmurer doucement, presque comme une chanson sans mélodie, des mots qui n'étaient destinés à aucune oreille, des mots qui n'avaient peut-être aucun sens, mais un effet, car Brutus, ce colosse meurtri, s'allongea lentement, d'abord les pattes avant, puis le corps, enfin la tête sur ses pattes, et leva les yeux vers elle comme vers quelqu'un qui non seulement entend, mais comprend. Karl s'avança finalement avec prudence, chaque pas un équilibre entre l'incrédulité et l'espoir, et sa voix, habituellement ferme et précise, sonnait rauque, presque enfantine, quand il demanda. « Comment tu t'appelles » Lina se tourna vers lui, ses yeux étaient grands, bruns, et si calmes qu'il eut l'impression qu'il aurait pu s'y noyer, et elle dit simplement. « Lina. » Pas de nom de famille, pas d'explication, pas de fierté, pas de revendication, juste Lina, comme si cela suffisait pour changer le monde. Karl hocha lentement la tête, ne sachant quoi dire d'autre, et au plus profond de lui, bien caché sous des années de cynisme, de perte et de fortune, il sentit un pincement, comme si quelque chose de vieux, de dur, commençait à se détacher.
Mais le monde extérieur, lui, n'était pas silencieux. Journaliste, blogueur, curieux, il n'attendait qu'un signe pour raconter l'histoire de la fille au chien, et tandis que le majordome, nerveux, regardait par la fenêtre en signalant de nouveaux arrivants, et que le téléphone de Karl vibrait comme un cœur en crise, là, dans le jardin, une enfant et un chien faisaient quelque chose de plus grand que n'importe quel titre. Ils se faisaient confiance. Mais juste au moment où tout se calmait, alors que Karl avait presque envie de s'asseoir et de pleurer, non pas de tristesse, mais d'un mélange de soulagement et d'émerveillement, on entendit un cri fort depuis la porte, une voix aiguë et inquiète, une voix de femme qui s'emballait. « Lina. Tu es là. Qu'est-ce que tu fiches ici, bon sang ?» Brutus bondit, pas agressif, mais en alerte, son corps tendu. Lina se retourna, son visage changea, non pas en peur, mais en détermination. Karl s'avança rapidement pour clarifier la situation, mais au fond de lui, il savait déjà que cette voix ne détruirait pas seulement ce moment, mais peut-être toute l'histoire. C'était comme si un fragile sortilège se brisait, non pas dans un grand fracas, mais sous le craquement implacable de la réalité, qui s'abattait comme une tempête dans ce paradis silencieux entre Brutus et Lina. Car à peine la voix avait-elle crié dans l'air frais qu'un équilibre, patiemment construit pendant toute une heure de regards tendres, de gestes prudents et de confiance silencieuse, était déjà menacé, comme un château de cartes incapable de résister à la moindre brise. Lina se leva lentement, ni effrayée, ni paniquée, mais avec une tension intérieure visible même dans son corps d'enfant, comme une corde trop tendue. Elle lissa sa veste et s'éloigna légèrement de Brutus, qui la regardait avec un regard plein de questions, comme s'il voulait dire « Que va-t-il se passer maintenant ?»« Tu pars déjà ?» Tandis que Karl se dirigeait vers l'entrée, les pas lourds, le regard vif, le cœur étrangement agité. Car même s'il ne comprenait pas ce qui se passait en lui, il savait avec une douloureuse clarté que ce moment, cette rencontre, était plus qu'une simple curiosité ou un phénomène spectaculaire. Devant la porte se tenait une femme, fin trentaine, les cheveux en bataille, un mélange de colère, d'inquiétude et d'épuisement sur le visage. Elle tenait un sac surdimensionné, qui en disait plus long sur sa vie qu'elle n'aurait jamais pu l'exprimer en mots. C'était le regard d'une mère paniquée, qui avait couru dans toute la ville, croyant que son enfant était en danger, pour le voir maintenant dans un jardin étranger, face à un animal qui lui inspirait immédiatement la peur. « Qu'est-ce que, vous croyez ?» cria-t-elle en reconnaissant Karl, qui s'avançait vers elle le bras levé, tandis que les agents de sécurité hésitaient, incertains d'intervenir ou de laisser le maître de maison gérer la situation lui-même. Karl, qui menait d'habitude chaque réunion d'affaires avec l'élégance d'un joueur d'échecs, sentit soudain le manque de mots, car ce n'était pas un contrat, ni un plan d'investissement, ni un chiffre, mais un moment entre vie, responsabilité et une étrange forme de destin. « Calmez-vous, s'il vous plaît » commença-t-il, la voix contrôlée mais non froide, plutôt comme quelqu'un surpris de ressentir quoi que ce soit. « Votre fille, elle a fait quelque chose d'exceptionnel, elle a calmé le chien. » La femme, ses yeux étincelants d'horreur, éclata d'un rire qui ressemblait plus à un cri amer qu'à un véritable amusement, puis dit « Calmez le chien. » Vous voulez dire ce loup là-bas que j'ai vu tout à l'heure sur YouTube, celui qui a failli sauter au visage d'un homme. Vous êtes sérieux? C'est un enfant. Elle a 9 ans. Karl hésita, sentant ses vieux réflexes revenir, la logique, la sécurité, l'instinct de tout contrôler, mais en même temps, il se souvenait du regard de Brutus, du petit gémissement, du silence qui s'était posé comme une couverture sur le jardin quand Lina était assise là. Contre toute raison, il savait qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant. Je comprends que cela puisse sembler étrange, dit-il doucement, presque avec regret, mais croyez-moi, votre fille est en sécurité. Brutus ne s'est jamais comporté comme ça. Brutus, s'écria-t-elle. Vous donnez un nom à ce monstre comme s'il était un petit chien inoffensif? Je reprends immédiatement mon enfant, et si jamais vous pensez encore à la mettre près de cette bête, je ferai appel à tous les avocats de la ville. Lina était aussi arrivée à la porte, elle ne disait rien, mais ses yeux étaient grands, sa posture déterminée. Avant que quelqu'un ne puisse dire un mot de plus, elle se plaça à côté de sa mère, posa sa main sur son bras et murmura à peine audible, mais clair, « Maman, il m'a comprise. » Brutus. Il m'a entendu, comme toi tu ne le fais pas toujours. La femme fixa sa fille, choquée, confuse, presque blessée, pas parce que la fillette était insolente, mais parce que cette phrase contenait plus de vérité qu'elle ne pouvait supporter. Ce n'était pas la première fois que Lina ressentait des choses que les autres ne voyaient pas, ni la première fois qu'elle communiquait avec des animaux comme s'ils étaient de vieux amis, ni la première fois qu'elle parlait seule à la maison en regardant dans le vide, parce que personne ne savait vraiment comment écouter un enfant qui ne crie pas. Karl, qui entendit cette phrase comme un coup de marteau contre son mur de méfiance, fit un pas en arrière, sentant qu'il était devenu le témoin de quelque chose de sacré,
quelque chose qui ne le regardait pas, quelque chose qu'on ne pouvait ni acheter, ni contrôler, ni manipuler. Et bien que tout en lui criait à Lina de rester, de retourner dans le jardin, de sauver Brutus, il sut à cet instant qu'il ne pouvait rien faire. La mère attrapa doucement mais fermement la main de Lina, l'éloigna de la porte, marmonna quelque chose à propos de l'école, de responsabilité, de fou avec trop d'argent, et alors qu'elle descendait l'allée de gravier, Lina se retourna une dernière fois, jeta un dernier regard à Brutus, qui était assis maintenant près de la clôture, silencieux, triste, incompréhensif et dans ce regard, il y avait une promesse. Karl resta là, seul, le vent secouait son manteau, la lumière de l'après-midi devenait plus sombre, plus lourde, et au fond de lui, quelque chose lui disait que ce n'était pas la fin, non, c'était juste le commencement. Car ce qu'il ne savait pas, ce que Lina ne savait pas, ce que même Brutus ignorait, c'était qu'en ce moment, tandis que mère et fille disparaissaient dans le tramway, le premier article circulait déjà sur le net, « Mystérieuse fille apaise le chien millionnaire, qui est vraiment Lina ?» Dans les jours qui suivirent le départ soudain de Lina, une lourde ombre pesait sur la propriété, comme si ce court instant d'espoir, qui s'était déployé entre la pierre, l'herbe et des cœurs brisés, n'avait existé que pour être déchiré encore plus cruellement. Karl, habitué à mesurer son temps en chiffres, en succès, en gros titres, passait désormais souvent des heures dans la véranda, entouré par le bruissement des vieux arbres, fixant un rien d'herbe vide l'endroit où Brutus s'était assis, quand Lina lui avait montré, par la seule force de son silence, quelque chose qu'aucun médicament, aucune formation, aucun million n'aurait jamais pu créer, la confiance. Brutus, qui depuis mangeait à peine, dormait peu et passait ses journées dans une agitation nerveuse, avait changé. Pas extérieurement, son pelage brillait encore sombre comme de l'onyx poli, ses pas restaient puissants mais intérieurement, il n'était plus le même, comme si quelque chose en lui, enfermé depuis des décennies, avait aperçu un premier rayon de lumière grâce à la fille, et était devenu presque fou de douleur parce que ce rayon avait disparu sans explication, sans adieu, comme une promesse jamais tenue. Les vétérinaires que Karl consulta à nouveau, impuissants, secouèrent la tête, parlant de dépression canine, de réaction psychosomatique, d'instinct déclenché par la perte, mais aucun ne put comprendre que ce n'était pas seulement une perte, mais un lien profond, vivant, coupé net, comme si une laisse invisible qui avait relié Brutus à un lieu sur un lieu qu'il n'avait jamais connu, mais immédiatement reconnu, avait été tranché. Karl devint lui-même un homme poussé par une force intérieure, non pas parce qu'il voulait récupérer la fille pour gagner une bataille, ce million avait depuis longtemps perdu toute importance, devenu à peine un symbole de tout ce qu'il ne pouvait contrôler, mais parce qu'il sentait en Lina quelque chose qui le reliait non seulement à son chien, mais aussi à une part de lui-même qu'il avait enterrée si profondément qu'il croyait ne jamais pouvoir la sauver. Il appela des écoles, passa des heures à revoir des vidéos, fit analyser des plaques d'immatriculation, engagea même un détective privé, discret comme un espion, qui parcourut le quartier où la mère de Lina avait apparemment été aperçue. Mais tout ce qu'il trouva fut un prénom, une adresse floue, un contrat d'électricité à moitié au nom d'une femme non enregistrée à la mairie, et la connaissance vague que les personnes qui ne veulent pas être trouvées ont toujours quelque chose à cacher ou simplement envie qu'on les laisse tranquilles. Entre-temps, Brutus devint imprévisible, mais pas dangereux, plutôt comme s'il cherchait, comme s'il croyait chaque jour que Lina allait soudain réapparaître à la porte, avec son sac à dos beaucoup trop grand, avec ses yeux doux et sérieux. Chaque fois qu'une voiture s'arrêtait, qu'on entendait des pas ou des voix sur le chemin de gravier, il bondissait, se plaçait au bord de la clôture, regardait en cherchant, attendant, espérant, puis baissait la tête quand ce n'était qu'un jardinier, un livreur ou une autre déception. Un soir, alors qu'un orage grondait et que le ciel s'assombrissait comme s'il pleurait lui-même quelque chose, Karl, défiant toute raison, sans précaution ni sécurité, prit Brutus en laisse, enfila son vieux manteau, monta dans le jeep resté inutilisé dans le garage depuis des mois, et roula vers un quartier qui, à première vue, n'était qu'un coin oublié de la ville, un endroit où les façades s'effritaient, où les enfants roulaient sans casque sur des vélos cassés, où les portes restaient mal fermées parce que les serrures coinçaient depuis des années. Il n'avait pas d'adresse, seulement un sentiment, un souvenir du visage de la femme, du regard de Lina, de ce que Brutus était devenu en sa présence. Il erra donc dans des rues qui sentaient l'asphalte chaud et la graisse froide, demanda dans des boulangeries, frappa à des portes, fut regardé avec méfiance, mais Brutus, ce chien qui auparavant ne laissait personne l'approcher, le guida avec une assurance qui bouleversa Karl, comme s'il reconnaissait non seulement l'environnement, mais sentait un fil invisible qui le conduisait, pas à pas. Puis, quand enfin la pluie tomba comme un lourd rideau et que les gouttes frappaient le sol comme des clous, ils s'arrêtèrent devant un vieil immeuble de 3 étages, au balcon décrépit, avec une odeur de béton humide, et Brutus devint si calme que même la pluie ne semblait pas le déranger. Il s'assit devant la porte, leva la tête et fixa le haut, comme s'il savait, elle était là. Karl s'approcha,
hésitant, la main sur la sonnette, quand il vit derrière la fenêtre salle du deuxième étage un mouvement, un rideau tiré sur le côté, une ombre fugace qui apparut puis disparut. À cet instant, il sut sans l'ombre d'un doute que Lina était là, qu'elle l'avait vue, ou du moins Brutus, et que quelque chose en elle réagissait, quelque chose qu'elle ne pouvait oublier, pas plus que lui. Mais avant qu'il ne puisse sonner, la porte s'ouvrit brusquement de l'intérieur, pas Lina, pas sa mère, mais un homme au visage fin, en survêtement, dont la capuche semblait encore pendue du dernier soir de beuverie, et qui, sans demander, devint immédiatement agressif. « Qu'est-ce que tu fous ici? Pourquoi tu regardes comme ça? Tu veux me voler mon chien ou quoi ?» Karl recula d'un pas, la voix calme mais ferme, expliquant qu'il cherchait quelqu'un, une fille, une Lina, mais l'homme, les yeux brillants comme des éclats dans une eau sombre, s'approcha trop vite, trop près, et dit à voix basse, presque menaçante, « Dégage. T'as rien à faire ici. » Et puis, avant même que Karl ne puisse réagir, un appel s'éleva d'en haut, un appel faible mais clair qui perça le grondement de la pluie, une voix qui, même à voix basse, résonnait comme un battement de tambour dans les os et la chair. Brutus. Le chien bondit, n'aboie pas, ne court pas, mais regarde simplement vers le haut, la queue légèrement levée, tremblant à peine contenu, et dans le cœur de Karl s'étendit un sentiment qu'il connaissait à peine, l'espoir. Il y a des instants où le temps ne se mesure plus en secondes, mais en battements de cœur, en souffle coupé, en la longueur d'un regard qui fait office de pont au-dessus d'un gouffre de douleur et de passé. Quand Lina se tenait à la fenêtre, la petite main posée sur la vitre mouillée, le regard tourné non pas vers Karl, ni vers l'homme étranger en bas, mais uniquement vers Brutus, c'était comme si le monde entier se concentrait un instant sur ce point, sur ce simple fait pur et vrai, qu'un enfant se souvenait non seulement d'un chien, mais du sentiment d'être entendu, vu, compris. Brutus, qui auparavant était agité, qui n'avait été dans les derniers jours qu'une coquille vide de lui-même, leva la tête, dressa les oreilles, puis il se produisit quelque chose que Karl n'oublierait jamais, pas avant la fin de sa vie. Le chien, ce grand chien noir autrefois indomptable, commença à hurler, pas fort, pas plaintif, mais d'une voix si claire, si pénétrante, si humaine, qu'elle semblait une prière portée par la pluie, un appel qui ne demandait pas de l'attention, mais la permission de revenir, de ressentir, de faire confiance. La porte de l'immeuble s'ouvrit à nouveau, cette fois sans violence, doucement, presque avec précaution. Quand Lina apparut dans l'embrasure, pieds nus, cheveux mouillés, le visage à la fois déterminé et incertain, c'était comme si chaque goutte de pluie s'arrêtait, comme si le vent lui-même écoutait si elle allait dire quelque chose, mais elle ne dit rien, elle descendit lentement les escaliers, chaque marche un petit aveu, chaque mouvement un pas vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, mais ressentait fortement. Arrivée en bas, elle s'arrêta devant Karl, sans hésitation, sans peur, avec cette sérénité enfantine que seuls ceux qui ont vu plus qu'ils ne devraient posséder. Dans ses yeux se lisait une expression que Karl ne pouvait interpréter entre gratitude et jugement, comme pour voir s'il avait vraiment compris, s'il voyait plus que l'argent, plus que le spectacle, mais ce qui comptait vraiment, la connexion. « J'ai entendu parler du pari, dit-elle enfin, doucement, presque comme un souvenir qui revenait de loin, mais je n'ai pas calmé le chien pour l'argent. Je l'ai fait parce que j'ai senti qu'il était aussi seul que moi. » Karl avala difficilement, sentit une vague monter dans sa poitrine, quelque chose de vieux, longtemps enfermé, et pour la première fois il osa vraiment regarder non pas l'enfant, ni le chien, mais lui-même, ce qui lui avait été enlevé, ce qu'il avait enfermé par peur de ne jamais le retrouver. « Je sais, murmura-t-il, et c'est pour ça que ça vaut plus que tout. » Elle le regarda longtemps, puis se tourna vers Brutus, qui n'était plus qu'à quelques centimètres, tout son corps tendu par l'attente, l'espoir, ce sentiment qui le submergeait. Quand elle s'agenouilla et l'enlaça, que ses petites mains s'enfoncèrent dans son pelage dense, c'était comme si le monde lui-même expirait un instant sans douleur, sans passé, sans blessure. Karl, qui les regardait, sentit couler des larmes, pas dramatiques, pas hollywoodiennes, mais silencieuses, comme la pluie tombant sur une terre assoiffée après une longue sécheresse. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il sentit que la guérison n'est pas quelque chose qu'on peut planifier, organiser ou forcer, mais quelque chose qui arrive doucement, de manière inattendue, comme un enfant qui se tient sous la pluie un mardi quelconque devant une porte. Il offrit la million à Lina, sans un mot, juste par un geste, un signe disant « Voilà le prix et tu l'as plus que mérité. » Mais elle le regarda simplement, sourit faiblement, puis dit quelque chose que Karl n'oublierait jamais, non pas parce que c'était poétique ou intelligent, mais parce que c'était vrai. « Je ne veux pas cet argent. Mais si vous voulez vraiment aider, donnez-le à ceux qu'on a oubliés. Comme Brutus. Comme moi. » Ce n'était pas une accusation, ni une demande, juste une constatation, une proposition discrète, aussi simple que puissante.
Et Karl, qui avait appris pendant des décennies à influencer avec de l'argent, à distribuer le pouvoir, à compenser la culpabilité, sut à cet instant que c'était la première fois qu'il pouvait faire vraiment du bien avec de l'argent, non par devoir, mais par compréhension. Dans les semaines qui suivirent, une fondation fut créée, ils l'appelèrent la Voix de Lina, une organisation qui ne s'occupait pas seulement d'animaux traumatisés, mais aussi d'enfants perdus dans les systèmes, dont les âmes se taisaient parce que personne ne les écoutait. Pendant que les journalistes s'emballaient, que les caméras tournaient et que les talk-shows s'envoyaient des invitations, Lina resta en retrait, rendit régulièrement visite à Brutus, parlait peu, mais quand elle parlait, elle touchait plus que n'importe quel titre de presse. Karl changea, pas immédiatement, pas complètement, mais peu à peu, il parlait plus souvent avec son personnel, ouvrit des pièces fermées depuis des années, et commença à écrire un livre, pas un guide d'affaires, ni une biographie, mais un recueil de pensées, d'expériences, de rencontres d'une tentative de comprendre ce qu'un enfant et un chien avaient déclenché en lui. Et Brutus? Brutus devint un symbole, pas de force ou de danger, mais de la possibilité que ce qui est profondément brisé puisse se redresser, à condition que quelqu'un ait la patience. Au final, ce n'était ni un prix, ni une victoire, ni un gros titre qui comptait, c'était un après-midi tranquille au jardin, des semaines plus tard, quand Lina, Karl et Brutus étaient assis côte à côte sur une couverture, le soleil perçant entre les branches, le vent chaud, et personne ne disait rien parce que les mots n'étaient pas nécessaires. Car certaines histoires ne finissent pas avec fracas, mais avec un souffle. Avec un regard. Avec la certitude que ce qu'on guérit, guérit aussi soi-même. Et avec la conscience que toute million n'a pas besoin d'être dépensée pour être précieuse, parfois, il suffit qu'elle trouve la bonne personne au bon moment. Les saisons passèrent, doucement, comme des feuilles portées par le vent. Lina grandit, non seulement en âge, mais en force et en sagesse. La fondation devint un refuge pour tant d'âmes perdues, enfants, animaux, cœurs brisés, une lumière tranquille dans un monde souvent dur et froid. Karl, autrefois homme d'affaires rigide et calculateur, apprit à écouter le silence, à lire entre les lignes, à reconnaître la beauté dans les petites choses. Brutus, fidèle compagnon aux yeux pleins de secrets, trouva enfin la paix qu'il cherchait depuis si longtemps, couché au soleil, entouré d'amis et de murmures d'espoir. Et parfois, lorsque le vent porte encore une goutte de pluie, ou que le soleil se glisse entre les branches, on peut entendre un léger hurlement, un appel doux et clair, qui rappelle à tous que la guérison est possible, qu'elle commence toujours par un premier pas, une main tendue, un regard qui voit au-delà des blessures. Ainsi, la vie continue, fragile et précieuse, portée par la promesse que, même dans l'oubli, il y a toujours une voix pour rappeler qu'on n'est jamais vraiment seul. Des années passèrent, avec la lenteur douce des choses qui ont trouvé leur place. Lina devint une jeune femme, discrète mais rayonnante, avec cette lumière dans les yeux que seuls ceux qui ont touché la douleur sans s'y noyer portent en eux. Elle poursuivit des études en psychologie animale, non pas pour dominer les bêtes, mais pour apprendre à mieux écouter ce que le monde oublia d'entendre, les silences qui hurlent, les blessures qui ne saignent pas. Karl, désormais vieillissant, marchait souvent dans les couloirs de la fondation qu'il avait fondée avec elle. Il ne donnait plus d'interviews, ne signait plus de deals de plusieurs millions, ses jours étaient remplis de conversations simples, de promenades lentes, de lectures et de silences partagés. Brutus, dont le museau grisonnait et les pas s'alourdissaient, restait toujours à ses côtés, comme une ombre paisible, comme un rappel vivant de ce jour où tout avait changé. Un matin d'automne, alors que les feuilles tombaient comme des souvenirs dorés sur les chemins du jardin, Karl sentit son cœur ralentir. Il était assis sur le banc en pierre, là où Brutus aimait se coucher. Lina vint s'asseoir à ses côtés, sans un mot. Elle savait. Il posa sa main sur la sienne, il n'avait plus la force de parler, mais il n'avait plus besoin de mots. Dans son regard, elle lut l'essentiel, merci. Karl mourut ce jour-là, paisiblement, entouré de ce qu'il n'aurait jamais cru possible, la tendresse. Quelques semaines plus tard, alors que la fondation organisait une petite cérémonie en son honneur, Lina lut un texte qu'elle avait écrit pour lui. Il ne parlait pas de fortune, ni d'héritage. Il parlait de ce jour de pluie, du chien, du silence, de ce banc, de la guérison. Elle termina par une phrase simple. Il ne m'a pas sauvé. Je ne l'ai pas sauvé. Nous nous sommes reconnus. Et parfois, cela suffit. Brutus, couché non loin, leva la tête, comme s'il comprenait. Quelques mois plus tard, Brutus s'endormit pour la dernière fois, la tête sur les genoux de Lina, sous ce même arbre où il l'avait vue pour la première fois. Son dernier souffle fut doux, presque un soupir. Lina ne pleura pas tout de suite, elle resta longtemps là, les yeux fermés, sentant le battement du monde ralentir un instant, comme pour dire adieu. Elle fit graver une simple plaque.
Brutus. Celui qui a appris à faire confiance. Et qui nous a appris à aimer. Et la vie continua, comme elle le fait toujours, fragile, belle, imprévisible. Mais dans ce coin du monde, dans cette maison ouverte aux blessés, aux oubliés, il y avait toujours une couverture posée dans l'herbe, un banc sous l'arbre, et un silence habité. Un endroit où l'on n'a pas besoin de parler pour être entendu. Un endroit où l'on se souvient qu'un jour, une petite fille, un chien, et un homme brisé ont changé le monde.